L'hiver de 1847 s'abattit sur Rouen avec une cruauté particulière. La Seine charriait des blocs de glace qui cognaient contre les piliers du pont de pierre, produisant un son lugubre qui résonnait dans les ruelles étroites du quartier Saint-Maclou. Les cheminées des tanneries crachaient leur fumée noire dans un ciel déjà gris, et l'odeur âcre du cuir traité se mêlait à celle du fleuve et des ordures qui s'accumulaient dans les caniveaux. Dans ce décor sinistre, où la tuberculose fauchait les familles entières et où la typhoïde transformait les maisons en mouroirs, l'arrivée de Lucien Devreux fut accueillie comme celle d'un ange salvateur. Personne ne savait vraiment d'où il venait. Certains murmuraient qu'il avait étudié dans les monastères de l'Est. D'autres prétendaient qu'il avait voyagé jusqu'en Orient pour apprendre les secrets des guérisseurs arabes. Ce qui était certain, c'est qu'il apparut un matin de février dans une carriole tirée par un cheval noir, devant l'ancienne résidence des Beaumont, une bâtisse à colombages qui n'avait pas été habitée depuis que toute la famille avait succombé au choléra 3 ans auparavant. Lucien Devreux était un homme d'une quarantaine d'années, aux traits fins et au regard d'une intensité troublante. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière avec soin, et il portait toujours un long manteau de laine sombre qui lui donnait une silhouette presque ecclésiastique. Mais ce qui frappait le plus chez lui, c'était sa voix, douce, mélodieuse, avec un accent indéfinissable qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Marguerite Roussel fut l'une des premières à franchir sa porte. C'était une femme de 32 ans, autrefois réputée pour sa beauté dans tout le quartier, mais que la maladie avait transformée en spectre vivant. La tuberculose lui rongeait les poumons depuis 2 ans, et les médecins de l'Hôtel-Dieu lui avaient donné 6 mois à vivre tout au plus. Son mari, Édouard, contremaître au doc, avait dépensé toutes leurs économies en consultations et en remèdes, qui ne servaient à rien, sinon à enrichir les pharmaciens et les charlatans. Lorsqu'elle entendit parler de ce nouveau guérisseur qui ne demandait aucun paiement immédiat et qui prétendait pouvoir soulager les pires souffrances, elle décida d'y aller, malgré les protestations de son mari qui y voyait une nouvelle escroquerie. La résidence des Beaumont, que Devreux avait rebaptisée « Sanctuaire de la Miséricorde », était plongée dans une pénombre étudiée. Les volets étaient à moitié clos, laissant filtrer juste assez de lumière pour voir sans être ébloui. L'air y était étrangement chaud, presque étouffant, alors qu'il gelait dehors. Des braséros de cuivre brûlaient dans chaque coin, dégageant une fumée parfumée qui piquait légèrement les yeux, mais qui semblait apaiser la toux. Marguerite fut reçue dans une pièce aux murs tendus de velours bordeaux. Au centre trônait un fauteuil de bois sculpté, entouré de petites tables couvertes de fioles et de pots en céramique. L'odeur était entêtante, un mélange de musc, d'encens et de quelque chose de plus âcre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Madame Roussel, » dit Devreux en s'inclinant légèrement, « j'attendais votre visite. »« Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle surprise. Un sourire énigmatique étira les lèvres du guérisseur. « Dans une ville comme Rouen, les nouvelles voyagent vite. On m'a parlé d'une jeune femme courageuse qui refuse de se laisser emporter par le mal. Asseyez-vous, je vous prie. » Marguerite s'installa dans le fauteuil, sentant la chaleur de la pièce l'envelopper comme une couverture. Devreux s'approcha d'elle et elle remarqua ses mains, longues, fines, aux ongles parfaitement manucurés. Il les posa sur ses épaules et elle frissonna malgré la chaleur ambiante. « La maladie n'est pas votre ennemi, » murmura-t-il d'une voix qui semblait résonner directement dans son crâne. « Elle est un message que votre corps vous envoie, un appel à l'équilibre. » Il commença alors un rituel étrange. De ses mains, il traçait des cercles dans l'air autour d'elle, sans jamais la toucher vraiment, tout en murmurant des phrases dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis il prit l'une des fioles sur la table et fit boire à Marguerite un liquide amer, presque métallique, qui lui brûla la gorge en descendant. « Cela va purifier votre sang, » expliqua-t-il. « Vous allez sentir une chaleur se répandre en vous, puis une grande fatigue. C'est normal, votre corps combat. » Effectivement, quelques minutes plus tard, Marguerite sentit ses paupières s'alourdir.
La pièce sembla tourner autour d'elle, et elle eut l'impression de s'enfoncer dans le fauteuil comme dans un marais. Les voix autour d'elle devinrent lointaines, déformées, comme si elle les entendait à travers un mur épais. Lorsqu'elle se réveilla, il faisait nuit. Elle était allongée sur un divan, une couverture sur elle. Devreux était assis à quelques mètres, écrivant dans un grand registre à la lueur d'une bougie. « Combien de temps ai-je dormi » demanda-t-elle, la bouche pâteuse. « 3 heures, répondit-il sans lever les yeux. « Comment vous sentez-vous » Marguerite fit le point sur son état. Sa gorge ne la brûlait plus. Sa poitrine, qui était constamment oppressée depuis des mois, semblait plus légère. Elle respira profondément, s'attendant à la douleur familière, mais celle-ci ne vint pas. « Je me sens mieux, dit-elle avec incrédulité. Beaucoup mieux. C'est le début, dit Devreux en fermant son registre. Il vous faudra revenir, 3 fois par semaine, pendant 1 mois. Ensuite, nous verrons. Combien vous dois-je ? Demanda Marguerite en cherchant sa bourse. Rien pour l'instant, dit-il en levant une main. Payez-moi quand vous serez guéri. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne me devrez rien. Marguerite rentra chez elle ce soir-là dans un état second. Édouard, qui l'attendait avec anxiété, fut stupéfait de la voir marcher d'un pas assuré, sans cette toux déchirante qui la pliait en deux tous les 10 mètres. « Qu'est-ce qu'il t'a donné » demanda-t-il méfiant. « Je ne sais pas, avoua Marguerite. Mais ça marche, Édouard. Pour la première fois depuis 2 ans, je peux respirer. » La nouvelle de la guérison de Marguerite Roussel se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. En quelques jours, une file d'attente se forma devant le sanctuaire de la miséricorde. Des vieillards perclus de rhumatisme, des enfants pâles et rachitiques, des femmes enceintes terrifiées à l'idée de mourir en couche, tous venaient chercher auprès de Lucien Devreux ce que la médecine officielle ne pouvait leur offrir, l'espoir. Parmi eux se trouvait Théophile Garnier, un ancien marin de 58 ans dont les poumons avaient été ravagés par des années passées en mer, à respirer l'air salin et la fumée des lampes à huile. Il toussait du sang plusieurs fois par jour et avait perdu la moitié de son poids en moins d'1 an. Comme Marguerite, il but le liquide amer que lui tendait Devreux. Comme elle, il sombra dans un sommeil profond, agité de rêves étranges où il voyait des couloirs interminables aux murs couverts de symboles qu'il ne comprenait pas. Et comme elle, il se réveilla en se sentant différent, plus léger, presque euphorique. « C'est un miracle !» murmura-t-il à sa femme Hélène qui l'avait accompagné. « Je n'ai plus mal. » Mais Hélène, femme pragmatique et méfiante, remarqua quelque chose que son mari, dans son soulagement, ne vit pas. En sortant du sanctuaire, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et aperçut Devreux à la fenêtre du 1er étage, les observant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Ce n'était ni de la satisfaction, ni de la bienveillance. C'était autre chose, quelque chose de froid et de calculateur. Les semaines passèrent, et le succès de Devreux ne fit que croître. Les témoignages s'accumulaient. Une femme dont les migraines chroniques avaient disparu, un enfant qui avait miraculeusement survécu à une pneumonie, un homme dont les plaies purulentes s'étaient refermées en quelques jours. Le quartier Saint-Maclou bourdonnait d'histoires sur le guérisseur providentiel. Même le curé de l'église Saint-Vivien, le père Augustin, habituellement prompt à dénoncer les charlatans et les pratiques hérétiques, semblait hésiter. Après tout, si Devreux soulageait vraiment les souffrances, n'était-ce pas là l'œuvre de Dieu? Mais pas tout le monde n'était convaincu. Le docteur Henri Valmont, médecin en chef de l'Hôtel Dieu, était de plus en plus préoccupé par ce qu'il entendait. Formé à Paris, partisan des nouvelles méthodes scientifiques qui commençaient à transformer la médecine, il voyait dans Devreux un danger pour la santé publique. Ces guérisons sont temporaires, dit-il lors d'une réunion avec ses collègues. Les symptômes disparaissent peut-être pendant quelques jours, mais ensuite, que se passe-t-il ensuite? Les gens vont mieux, répondit le docteur Lebrun, plus âgé et plus fataliste. N'est-ce pas là l'essentiel? Si nous ne pouvons les guérir, pourquoi les empêcher de chercher du réconfort ailleurs? Parce que le réconfort n'est pas la guérison, répliqua Valmont avec véhémence. Et parce que je soupçonne cet homme d'utiliser des substances qui masquent les symptômes sans traiter la cause.
C'est dangereux, potentiellement mortel. Mais ces avertissements tombèrent dans l'oreille d'un sourd, dans une ville où la mort était une compagne quotidienne, où les enfants mouraient par dizaines et où les épidémies balayaient des familles entières en quelques jours, qui pouvaient reprocher aux gens de s'accrocher à n'importe quel espoir. Un mois après sa première visite, Marguerite Roussel retourna au sanctuaire pour sa dernière séance. Elle se sentait transformée. La toux avait complètement disparu. Elle avait repris du poids et des couleurs étaient revenues sur ses joues. Édouard lui-même, qui avait été si sceptique au début, parlait maintenant de Devreux avec révérence. « Vous êtes guéri », déclara le guérisseur après l'avoir examiné. « Votre corps a retrouvé son équilibre. »« Je ne sais comment vous remercier, » dit Marguerite, les larmes aux yeux. « Vous m'avez sauvé la vie. »« Je n'ai été qu'un instrument, » répondit Devereux avec humilité. « Maintenant, vous devez maintenir cet équilibre. Je vais vous donner une dernière dose de tonique que vous prendrez chaque soir avant de dormir. » Il lui tendit une petite fiole en verre bleu, remplie d'un liquide sombre. « C'est important, » insista-t-il en la regardant droit dans les yeux. « Ne manquez jamais une dose, jamais !» Marguerite promit, prit la fiole et rentra chez elle, le cœur léger. Ce soir-là, elle prépara un dîner somptueux pour Édouard avec l'argent qu'ils avaient économisé grâce aux médicaments dont elle n'avait plus besoin. Ils mangèrent, rirent, et pour la première fois depuis longtemps, ils firent l'amour. Avant de dormir, Marguerite but une gorgée du tonique. Le goût était encore plus amer que celui du premier remède, presque nauséabond, mais elle se força à tout avaler. Puis elle s'endormit, blottie contre Édouard, un sourire aux lèvres. Elle ne savait pas encore que ce sourire serait le dernier. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire !» Le printemps arriva sur Rouen avec sa promesse habituelle de renouveau. Les glaces de la Seine fondirent, les arbres du jardin des plantes se couvrirent de bourgeons, et l'air charria enfin autre chose que l'odeur du charbon et de la maladie. Pour beaucoup, c'était un temps d'espoir. Pour certains, c'était le début d'un cauchemar. Marguerite Roussel fut la première à mourir. Ce fut Édouard qui la découvrit un matin d'avril, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de leur chambre. Elle était allongée sur le dos, les yeux grands ouverts, fixant le plafond avec une expression que son mari ne put jamais oublier. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la douleur, c'était quelque chose de pire, une sorte d'horreur absolue, comme si elle avait vu quelque chose que l'esprit humain n'était pas fait pour contempler. Sa peau était d'une pâleur cireuse, presque translucide. Ses lèvres étaient bleuies et de fines veines sombres couraient sous la surface de son cou et de ses bras. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucune odeur. Normalement, un cadavre commence à sentir en quelques heures, surtout au printemps. Mais le corps de Marguerite ne dégageait rien, sinon un parfum étrange, presque agréable, qui rappelait vaguement celui des braséros du sanctuaire. Le docteur Lebrun, appelé en urgence, fut déconcerté par ce qu'il trouva. Il examina le corps avec soin, cherchant des signes de violence ou d'empoisonnement évidents, mais ne trouva rien. Les poumons, lorsqu'il les ausculta, semblaient parfaitement sains. Le cœur aussi. Pourtant, la femme était morte. C'était peut-être son temps, dit-il à Édouard qui sanglotait dans un coin de la pièce. La tuberculose affaiblit le cœur, même quand les symptômes disparaissent. Il a pu lâcher pendant son sommeil, mais cette explication ne satisfaisait pas tout le monde. Le docteur Valmont, lorsqu'il apprit la nouvelle, demanda à examiner le corps. Ce qu'il découvrit le remplit d'effroi. Sur les poignets de Marguerite, presque invisibles à l'œil nu, se trouvaient de fines marques circulaires, comme si quelque chose de très fin l'avait enserré. Sous un microscope qu'il avait récemment acquis à Paris, il put voir que la peau dans ces zones présentait des lésions inhabituelles, une sorte de nécrose qui ne correspondait à aucune pathologie connue. Plus troublant encore, lorsqu'il analysa un échantillon du sang de Marguerite, il y trouva des traces d'une substance qu'il ne put identifier. Quelque chose de métallique qui avait la propriété de cristalliser le sang d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Cette femme a été empoisonnée »,
déclara-t-il à ses collègues, lentement, méthodiquement, avec quelque chose qui a d'abord masqué ses symptômes avant de la tuer. « C'est une accusation grave, » dit le docteur Lebrun. « Vous accusez Devreux ?»« Je n'accuse personne, » répondit Valmont prudemment, « mais je demande une enquête. » Cependant, avant qu'une enquête puisse être lancée, d'autres cas surgirent. Théophile Garnier, le vieux marin, mourut 3 jours après Marguerite. Comme elle, on le trouva dans son lit, les yeux ouverts, le visage figé dans une expression d'horreur muette. Comme elle, son corps ne présentait aucune odeur de décomposition, mais dégageait ce même parfum étrange et entêtant. Sa femme, Hélène, dans son désespoir, mentionna la fiole de tonique que Devreux avait donnée à son mari. « Il devait en prendre chaque soir », sanglota-t-elle. « Il n'en a jamais manqué une dose. Il était si heureux d'aller mieux. » Le docteur Valmont récupéra la fiole qui était encore à moitié pleine et l'emmena dans son laboratoire. Ce qu'il y découvrit le glaça jusqu'aux os. Le liquide contenait un mélange d'opium, d'arsenic, de mercure et d'autres substances qu'il ne put identifier immédiatement. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'est que ce mélange était dosé avec une précision diabolique. Les quantités étaient calculées de manière à créer une dépendance progressive, à masquer les symptômes de la maladie en supprimant la douleur et en créant une sensation de bien-être, tout en empoisonnant lentement, mais sûrement, l'organisme. « C'est du meurtre, » murmura Valmont. « Un meurtre parfait. » Il se rendit immédiatement chez le commissaire Bertrand, un homme corpulent au visage rougeau qui ne voyait dans cette affaire qu'une tempête dans un verre d'eau. « Des malades qui meurent ?» dit-il en haussant les épaules. « C'est tragique, mais c'est la vie, docteur. Ils étaient déjà condamnés avant de voir ce Devreux. Ils ont été empoisonnés, » insista Valmont, en posant la fiole sur le bureau du commissaire. « J'ai les preuves ici. Des substances que vous ne pouvez même pas identifier, » répliqua Bertrand. « Comment puis-je arrêter un homme sur la base de suspicions? Il me faut des preuves tangibles, des témoignages, des aveux. » « Combien de morts vous faudra-t-il avant d'agir » demanda Valmont, la voix tremblante de rage. Bertrand ne répondit pas, se contentant de rallumer sa pipe avec un air las. Pendant ce temps, au sanctuaire de la Miséricorde, l'activité ne ralentissait pas. Bien au contraire. Malgré les décès, ou peut-être à cause d'eux, de plus en plus de gens venaient consulter Devreux. La mort, après tout, était omniprésente à Rouen. 2 décès de plus ne semblaient pas extraordinaires. Et pour beaucoup, l'espoir d'une guérison, même temporaire, valait tous les risques. Parmi les nouveaux patients se trouvait Sophie Arnaud, une jeune femme de 24 ans qui souffrait de douleurs abdominales chroniques depuis son adolescence. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, et cette nouvelle l'avait plongée dans un désespoir profond. Son mari, Jules, un ébéniste talentueux, l'aimait profondément, mais voyait sa femme dépérir jour après jour. « Je veux essayer, » lui dit Sophie un soir. « Je sais ce qui est arrivé à Madame Roussel et à Monsieur Garnier, mais ils étaient déjà très malades. Moi, je suis jeune, je suis forte, peut-être que ça marchera pour moi. » Jules, déchiré entre son amour pour sa femme et sa peur de la perdre, finit par céder. Ils se rendirent ensemble au sanctuaire. Devreux les reçut avec sa courtoisie habituelle, mais Sophie remarqua quelque chose que les autres patients, dans leur désespoir, n'avaient pas vu. Lorsqu'il la regardait, ses yeux ne reflétaient aucune compassion réelle. Il y avait là une froideur, une distance, comme si elle n'était pas une personne, mais un objet d'étude. « Votre douleur vient d'un déséquilibre interne, » dit-il après l'avoir écouté décrire ses symptômes. « Je peux la corriger, mais cela prendra du temps, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. »« Et vous êtes sûr que c'est sans danger ?» demanda Jules, la voix tendue. « Absolument, » répondit Devreux avec un sourire rassurant. « Faites-moi confiance. » Sophie commença son traitement. Comme les autres, elle buvait le liquide amer, sombrait dans un sommeil artificiel et se réveillait avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La douleur s'estompait, puis disparaissait complètement. Elle se sentait revivre. Mais Jules, lui, remarquait d'autres changements.
Sophie devenait irritable quand l'heure de sa séance approchait. Elle parlait de Devereux avec une dévotion qui confinait à l'adoration, et ses yeux, autrefois si vifs et expressifs, semblaient avoir perdu quelque chose de leur éclat. Un soir, alors qu'elle dormait après avoir pris sa dose quotidienne du tonique, Jules se glissa dans leur chambre et observa sa femme. Elle murmurait dans son sommeil des phrases décousues dans une langue qu'il ne comprenait pas. Ses mains se crispaient sur les draps et son visage se tordait par moments, comme si elle vivait un cauchemar. Pris d'une impulsion, Jules prit la fiole de tonique et la cacha. Le lendemain matin, lorsque Sophie se réveilla, elle sembla d'abord normale. Puis, au fur et à mesure que la journée avançait, elle devint agitée, nerveuse. Elle chercha partout sa fiole, de plus en plus frénétique. « Où est-elle » cria-t-elle à Jules. « Qu'est-ce que tu en as fait ?»« Sophie, calme-toi, dit-il en essayant de la prendre dans ses bras. Tu n'en as pas besoin, tu vas bien. »« Tu ne comprends pas ?» Elle le repoussa avec une force surprenante. « Sans elle, je vais... » Elle ne finit pas sa phrase. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra sur le sol, prise de convulsions violentes. Jules, terrifié, courut chercher de l'aide. Lorsque le docteur Valmont arriva, Sophie était inconsciente mais stable. Il l'examina rapidement et comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Elle est en manque, dit-il à Jules. Ce produit qu'elle prenait crée une dépendance physique. Son corps en réclame maintenant. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Jules, au bord des larmes. Valmont hésita. S'il lui donnait le tonique, il la sauverait à court terme, mais continuerait l'empoisonnement. S'il ne le faisait pas, elle pourrait mourir du sevrage. « Il faut l'emmener à l'hôpital, » dit-il finalement. « Nous allons essayer de la sevrer progressivement. C'est dangereux, mais c'est sa seule chance. » Sophie fut admise à l'Hôtel-Dieu dans un état critique. Pendant 3 jours, elle délira, en proie à des hallucinations terrifiantes. Elle voyait des ombres sur les murs, entendait des voix qui l'appelaient, sentait des mains invisibles la toucher. Elle hurlait, se débattait, et il fallut l'attacher pour l'empêcher de se blesser. Puis, au 4e jour, la fièvre tomba. Elle ouvrit les yeux, reconnut Jules, et éclata en sanglots. « J'ai vu des choses, » murmura-t-elle, « des choses horribles, comme si quelque chose me dévorait de l'intérieur. » Elle survécut, mais resta traumatisée par l'expérience. Et elle devint un témoignage vivant de ce que Valmont essayait de prouver depuis le début. Lucien Devereux n'était pas un guérisseur, c'était un assassin. Mais prouver cela s'avérait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les morts continuaient à s'accumuler, mais toujours de manière subtile, espacée. Une vieille femme ici, un homme d'âge moyen là. Jamais assez pour créer une panique, mais toujours suffisamment pour nourrir les soupçons de Valmont. Et à chaque fois, le schéma était le même. Amélioration spectaculaire des symptômes, suivie d'une période de bien-être, puis mort subite dans des circonstances étranges. Et toujours, ces mêmes marques fines sur les poignets, comme si quelque chose avait serré la chair. Un soir, Valmont décida de prendre les choses en main. Il se rendit au sanctuaire, déguisé en patient potentiel, se plaignant de douleurs chroniques au dos. Il fut reçu par Devereux avec la même courtoisie glaciale que les autres. La séance se déroula comme prévu, le liquide amer, le sommeil artificiel, le réveil avec une sensation de bien-être. Mais Valmont, médecin entraîné, avait pris soin de ne boire qu'une infime quantité du breuvage, la gardant sous sa langue avant de la recracher discrètement. Il fit semblant de dormir, les yeux mi-clos, et observa Devereux. Ce qu'il vit le glaça. Le guérisseur sortit de la pièce et revint quelques minutes plus tard avec un petit carnet de cuir noir. Il s'assit à son bureau et commença à écrire, jetant de temps en temps un coup d'œil à Valmont. Dans la pénombre, le médecin put distinguer des colonnes de chiffres, des noms, des dates. Puis Devereux fit quelque chose d'étrange. Il prit un petit couteau de la table, si fin qu'on aurait dit une aiguille, et fit une minuscule entaille sur son propre poignet. Une goutte de sang perla, qu'il recueillit dans une fiole. Il répéta l'opération sur l'autre poignet, puis rangea soigneusement le couteau et les fioles dans un coffret métallique. Valmont dut se concentrer pour ne pas réagir. Que faisait Devereux avec son propre sang?
Et pourquoi ces entailles étaient-elles exactement au même endroit que les marques qu'il avait trouvées sur les cadavres? Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le mois de mai apporta avec lui une chaleur inhabituelle pour la saison. L'air de Rouen devint lourd, étouffant, et l'odeur du fleuve, d'habitude supportable, devint presque insoutenable. C'était comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se passe. Le docteur Valmont était devenu obsédé par l'affaire Devreux. Ses nuits étaient hantées par les visages des morts, leurs yeux grands ouverts, leur expression d'horreur figée. Il avait compilé un dossier de toutes les morts suspectes depuis l'arrivée du guérisseur, 23 en 3 mois. Un nombre stupéfiant, mais qui passait inaperçu dans une ville où la mort était si commune. Il savait maintenant qu'il devait agir seul. Le commissaire Bertrand refusait de l'écouter, l'accusant d'être jaloux du succès de Devreux. Les autres médecins le prenaient pour un fou obsessionnel. Même sa propre femme, Clémence, commençait à s'inquiéter de son état mental. « Tu ne dors plus, tu ne manges plus », lui dit-elle un soir. « Cette histoire te consume. Laisse tomber, Henri, ce n'est pas ta bataille. »« Si, c'est ma bataille, » répondit-il avec une détermination farouche. « Je suis médecin, mon serment est de protéger la vie. Et cet homme tue mes patients. Mais pour arrêter Devreux, il lui fallait plus que des suppositions. Il lui fallait des preuves irréfutables. Et pour cela, il devait entrer dans le sanctuaire et découvrir ses secrets. L'occasion se présenta plus tôt qu'il ne l'avait espéré. Un après-midi, alors qu'il surveillait le sanctuaire depuis une taverne en face, Valmont vit Devereux sortir en calèche, habillé avec élégance. Il semblait se rendre à une réception, ou peut-être à une consultation privée dans l'un des beaux quartiers de la ville. C'était l'opportunité parfaite. Valmont attendit une demi-heure pour s'assurer que Devreux ne reviendrait pas immédiatement, puis traversa la rue. La porte du sanctuaire était verrouillée, mais il avait apporté des outils. En tant que médecin de l'Hôtel-Dieu, il avait eu l'occasion d'apprendre certaines compétences peu orthodoxes au fil des ans, notamment pour accéder à des bâtiments lors d'épidémies, quand les portes étaient barricadées de l'intérieur. Le mécanisme céda après quelques minutes de travail. Valmont se glissa à l'intérieur, le cœur battant. L'intérieur du sanctuaire était encore plus sinistre dans le silence que pendant les consultations. Les braséros étaient éteints, mais leur odeur persistait mêlée à celle de quelque chose de plus âcre, presque putride. Les murs tendus de velours semblaient absorber la lumière, créant des ombres mouvantes qui donnaient l'impression d'être observées. Valmont commença son exploration par la salle de consultation principale. Il fouilla les tiroirs, examina les fioles et les pots, prélevant des échantillons de chaque substance qu'il trouvait. Puis il découvrit, dissimulé derrière une tenture, un escalier étroit qui menait au premier étage. En haut, il trouva 3 pièces. La première était une chambre sobrement meublée, visiblement celle de Devreux. La deuxième était vide, à l'exception d'une grande malle de voyage fermée à clé. La troisième était verrouillée avec un cadenas massif qui semblait disproportionné pour une simple porte d'intérieur. Valmont força le cadenas avec son pied de biche et la porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. La pièce était un laboratoire. Pas le genre de laboratoire médical que Valmont connaissait, avec ses instruments stérilisés et ses fioles étiquetées. Non, c'était quelque chose de plus ancien, de plus sinistre. Des étagères couvraient tous les murs, remplis de bocaux contenant des liquides de toutes les couleurs. Des squelettes d'animaux pendaient au plafond. Une grande table en bois, tachée de substances indéfinissables, occupait le centre de la pièce. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Valmont, ce fut le grand registre ouvert sur la table, à côté d'une lampe à huile encore tiède. Il s'approcha et commença à lire, et ce qu'il découvrit lui glaça le sang. C'était un journal méticuleux de tous les patients de Devreux. Non seulement leurs noms et leurs maladies, mais aussi des notes détaillées sur les doses administrées, les réactions observées, les durées de survie, et des calculs. Des calculs complexes, formulés avec une précision scientifique qui démentait l'image du guérisseur mystique que Devereux cultivait.
Sujet 18, Marguerite Roussel, tuberculose pulmonaire, stade avancé, traitement initial, mélange A, opium 12 mg, arsenic 3 mg, mercure 1 mg, extrait de digital 5 mg. Résultat, suppression totale des symptômes en 48 heures. Traitement d'entretien, mélange B, dosage progressivement augmenté. Durée de survie, post-traitement, 31 jours. Cause du décès, arrêt cardiaque induit par accumulation toxique. Marque caractéristique présente. Résultat, conforme aux prévisions. Valmont tourna les pages avec des mains tremblantes. Page après page, le même schéma se répétait. Des patients désespérés, traités avec des mélanges toxiques soigneusement dosés pour créer une amélioration temporaire suivie d'une mort inévitable. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la dernière section du registre, intitulée « Objectif ». Expérience de long terme sur les effets cumulatifs de l'intoxication métallique combinée à l'addiction aux opiacés. Objectif, documenter les stades de dégénérescence physique et mentale. Hypothèse, l'exposition prolongée crée des symptômes neurologiques uniques qui pourraient être étudiés pour comprendre les mécanismes de la douleur et de la conscience. Protocole, augmentation progressive des doses pour prolonger l'agonie tout en maintenant la lucidité. Valmont dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Ce n'était pas un guérisseur fou, ce n'était pas un charlatan ordinaire qui profitait de la crédulité des gens. C'était quelque chose de bien plus monstrueux, un scientifique sans conscience qui utilisait des êtres humains comme cobayes dans des expériences horribles. Mais pourquoi? Quel était le but final de tout cela? Il continua à fouiller la pièce et découvrit, dans un coffre sous la table, une collection de documents qui répondirent à sa question d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'étaient des lettres, adressées à une société savante de Paris appelée l'Académie des sciences occultes. Dans ces lettres, Devereux détaillait ses expériences avec un langage clinique et détaché, présentant ses sujets comme de simples données dans une recherche plus vaste. Il parlait de percer les mystères de la frontière entre la vie et la mort, de documenter le moment exact où la conscience quitte le corps, de créer un état modifié où le sujet peut percevoir des réalités au-delà du voile. L'une des lettres, datée d'1 mois auparavant, était particulièrement révélatrice. Mes estimés collègues, les résultats dépassent mes espérances les plus folles. Les sujets, lorsqu'ils approchent de la mort, rapportent tous des visions similaires. Des couloirs interminables, des voix qui les appellent, des sensations tactiles inexplicables. J'ai développé un composé qui prolonge cet état de transition pendant plusieurs minutes avant le décès final, permettant une observation plus détaillée. Les marques sur les poignets sont un effet secondaire fascinant que je n'avais pas anticipé. Elles apparaissent dans les 24 heures précédant la mort et semblent liées à une vasoconstriction extrême causée par le mercure. Je suis convaincu que nous sommes sur le point d'une percée majeure dans la compréhension de la nature de la conscience humaine. Valmont sentit la bile monter dans sa gorge. Ce monstre torturait des gens à mort au nom de la science. Et il documentait tout avec la même froideur qu'un entomologiste épinglant des papillons. Mais il y avait plus. Au fond du coffre, enveloppé dans un tissu de soie noire, se trouvait un autre carnet, plus ancien, plus usé. Valmont l'ouvrit et découvrit qu'il contenait des entrées datant d'avant l'arrivée de Devereux à Rouen. Lyon, 1842, 23 sujets. Méthode, arsenic dilué dans du vin. Résultat, trop rapide, pas assez de données. Marseille, 1844, 31 sujets. Méthode, intoxication au plomb via eau contaminée. Résultat, prometteur mais difficile à contrôler. Bordeaux, 1845, 47 sujets. Méthode, combinaison opium-mercure. Résultat, excellent, symptômes neurologiques bien documentés. La liste continuait, ville après ville, des centaines de noms, des centaines de morts. Lucien Devereux n'était pas venu à Rouen par hasard. Il y était venu parce qu'il avait épuisé les autres villes, parce qu'il avait besoin de nouveaux sujets pour ses expériences abominables. Valmont referma le carnet avec des mains tremblantes. Il avait ses preuves maintenant,
Des preuves irréfutables, écrites de la main même de Devreux. Il devait sortir d'ici, aller directement voir le procureur, faire arrêter ce monstre avant qu'il ne tue à nouveau. Il fourra les documents dans sa sacoche et se dirigea vers l'escalier. Mais avant qu'il ne puisse descendre la première marche, il entendit un bruit en bas, la porte d'entrée qui s'ouvrait. Des pas sur le parquet. Devreux était de retour. Valmont se figea, le cœur battant à tout rompre. Il était piégé. S'il descendait maintenant, il tomberait sur Devreux. S'il restait ici, il serait découvert tôt ou tard. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément une issue. La fenêtre. Elle donnait sur l'arrière de la maison, sur une ruelle étroite. C'était haut, 3 mètres peut-être, mais il n'avait pas le choix. Il ouvrit la fenêtre aussi silencieusement qu'il put, enjamba le rebord et se laissa tomber. Il atterrit mal, se tordant la cheville, mais l'adrénaline lui permit d'ignorer la douleur. Il se releva et boitilla dans la ruelle aussi vite qu'il le put. Derrière lui, à la fenêtre, il aperçut une silhouette. Devreux le regardait partir, immobile, sans faire le moindre geste pour le poursuivre. Son visage était indéchiffrable dans la lumière déclinante, mais Valmont aurait juré avoir vu un sourire. Ce sourire le hanta pendant tout le trajet jusqu'à chez le procureur. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La nuit était tombée sur Rouen, lorsque le docteur Valmont arriva chez le procureur Fabien Mercier, un homme de 50 ans, réputé pour son intégrité inflexible. La résidence de Mercier, située dans le quartier Saint-Sever, était une belle maison de pierre qui témoignait de la réussite de son propriétaire. Valmont tambourina à la porte avec une urgence qui alarma le domestique venu ouvrir. « Je dois voir monsieur le procureur immédiatement », haleta-t-il. « C'est une question de vie ou de mort. » Mercier le reçut dans son bureau, encore en robe de chambre, intrigué par cette visite nocturne inhabituelle. Lorsque Valmont déversa le contenu de sa sacoche sur le bureau, les registres, les lettres, les carnets, et commença à expliquer ce qu'il avait découvert, le visage du procureur passa par toute une gamme d'émotions. Surprise, incrédulité, puis une horreur croissante. « Mon Dieu !» murmura Mercier en feuilletant le grand registre. « C'est monstrueux. Vous êtes certain de l'authenticité de ces documents ?»« J'en suis certain, » répondit Valmont. « Je les ai trouvés moi-même dans son laboratoire. Il y a tout là. Les noms, les doses, les dates de décès. Tout. » Mercier se leva et commença à faire les 100 pas, ses mains jointes dans le dos. « C'est la preuve la plus accablante que j'ai jamais vue. Mais nous devons agir avec prudence. Devreux est devenu une figure populaire dans certains quartiers. Si nous l'arrêtons sans préparation, nous risquons des émeutes. »« Des émeutes » s'exclama Valmont. « Cet homme a tué plus de 100 personnes à travers toute la France. Il tue encore. Chaque jour que nous attendons, c'est une vie de plus en danger. »« Je comprends votre urgence, docteur, » dit Mercier d'une voix apaisante. « Mais nous devons suivre la procédure. Je vais demander un mandat d'arrêt dès demain matin. En attendant, je vais faire surveiller le sanctuaire pour m'assurer qu'il ne s'échappe pas. » Mais il sous-estimait Lucien Devreux. Lorsque, à l'aube, les gendarmes entourèrent le sanctuaire de la Miséricorde, ils trouvèrent les portes grandes ouvertes et la maison complètement vide. Pas un meuble, pas un document, pas une fiole. Devreux avait tout emporté pendant la nuit, ne laissant derrière lui que les murs nus et ce parfum entêtant qui imprégnait chaque recoin. « Il savait, » dit Valmont en contemplant la salle de consultation vide. « Il savait que j'avais pris ces documents. C'est pour ça qu'il ne m'a pas poursuivi. Il voulait que je les emporte, que je les montre aux autorités. Il voulait que nous découvrions tout. »« Mais pourquoi ?» demanda Mercier perplexe. « Je ne sais pas, » admit Valmont. « Mais je sais une chose, il n'a pas fini. Il va continuer ailleurs. » Les jours suivants furent consacrés à une enquête intensive. Les gendarmes interrogèrent tous les voisins, tous les patients encore vivants, tous ceux qui avaient eu un contact avec Devreux. Mais personne ne savait où il était allé. Il avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Pendant ce temps, les morts continuèrent.
3 patients qui étaient encore sous traitement décédèrent dans la semaine qui suivit la fuite de Devereux. Tous montraient les mêmes symptômes. Les yeux ouverts, l'expression d'horreur, les marques sur les poignets. Valmont réalisa avec désespoir que même sans Devereux, les toniques qu'il avait prescrits continuaient leur œuvre mortelle. Il se lança dans une course désespérée pour retrouver tous les patients encore vivants et les convaincre d'arrêter le traitement. Ce fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Beaucoup refusaient de le croire, insistant sur le fait que Devereux les avait guéris. D'autres, comme Sophie Arnaud, acceptaient d'arrêter mais devaient endurer l'horreur du sevrage. « Combien ?» demanda Mercier un soir, alors qu'il faisait le point sur l'enquête. « Combien de patients restent en danger ?» Valmont consulta ses notes. « D'après les registres que j'ai trouvés, Devereux suivait 87 patients à Rouen. Nous en avons retrouvé 53. 7 sont déjà morts, 46 sont en sevrage à l'hôpital, mais il en reste 34 que nous n'avons pas pu localiser. Continuez à les chercher, ordonna Mercier. Chaque vie compte. Mais pendant qu'il cherchait les patients manquants, une nouvelle information arriva qui changea complètement la nature de l'enquête. Un télégramme de Lyon. Médecin suspect, activité similaire. 5 décès en 2 semaines. Homme correspondant, description Devereux vu quartier Croix-Rousse. Demandons assistance. Devereux avait refait surface à plus de 400 kilomètres de là, et il avait déjà recommencé. Mercier et Valmont prirent le train pour Lyon dès le lendemain. Le voyage dura 2 jours, durant lesquels Valmont ne cessa de tourner et retourner les événements dans sa tête. Quelque chose ne collait pas. Devereux était trop intelligent pour être si facilement repéré. Pourquoi avait-il laissé des traces si évidentes à Lyon? Lorsqu'ils arrivèrent, ils furent accueillis par le commissaire local, un homme nerveux nommé Girard, qui les conduisit immédiatement sur les lieux. Le sanctuaire de Lyon était installé dans une ancienne fabrique de soie dans le quartier ouvrier de la Croix-Rousse. Mais contrairement à celui de Rouen, celui-ci n'était pas vide. Les gendarmes l'avaient investi quelques heures avant l'arrivée de Valmont et Mercier, et ce qu'ils y avaient trouvé dépassait leur pire cauchemar. Dans la cave, ils découvrirent 6 corps, tous dans un état de décomposition avancée. Mais le plus horrible, c'est qu'ils étaient tous attachés à des chaises, face à face, comme s'ils avaient assisté à quelque spectacle macabre avant de mourir. Ils n'ont pas été tués d'un coup, expliqua le médecin légiste de Lyon. Ils sont morts lentement, probablement par déshydratation et empoisonnement combiné. Les marques sur leur corps indiquent qu'ils ont été torturés, de manière méthodique, sur plusieurs jours. Valmont examina les corps avec un mélange de dégoût et de fascination professionnelle. C'était le même schéma qu'à Rouen, mais amplifié, comme si Devereux avait décidé de ne plus se cacher, de montrer au grand jour l'étendue de sa monstruosité. Sur un mur de la cave, quelqu'un avait écrit un message, avec ce qui semblait être du sang. « La science exige des sacrifices. Combien êtes-vous prêts à en faire ?» « C'est un défi, » dit Mercier d'une voix blanche. « Il nous défie. » Mais Valmont, lui, commençait à comprendre autre chose. Il examina de plus près l'écriture du message, la compara avec celle des registres qu'il avait trouvés à Rouen. Ce n'était pas la même, similaire, certes, mais pas identique. « Ce n'est pas lui, » murmura-t-il. « Quoi ?» Mercier se tourna vers lui, incrédule. « Ce n'est pas Devereux qui a fait ça. Regardez l'écriture, regardez la méthode. À Rouen, il était méticuleux, chirurgical. Ici, c'est brutal, désordonné. Quelqu'un imite Devereux, mais ce n'est pas lui. Mais qui? La réponse vint plus vite qu'il ne l'aurait cru. En fouillant le reste de la fabrique, ils trouvèrent un homme caché dans un placard du premier étage. Un homme jeune, d'une 30aine d'années, aux yeux fous et aux mains tachées de sang séché. Il se présenta comme Armand Petit, ancien étudiant en médecine qui avait été renvoyé de l'université pour expérimentations contraires à l'éthique. Sous interrogatoire, Petit avoua tout avec une sorte de fierté démente. Il avait entendu parler de Devereux, de ses expériences révolutionnaires. Il avait voulu continuer son œuvre, la pousser encore plus loin. Mais il n'avait ni la patience, ni le talent de Devereux.
Ses sujets mouraient trop vite, dans d'atroces souffrances, sans produire les résultats qu'il espérait. « Où est Devreux ?» demanda Mercier. Petit éclata de rire, un rire aigu et déplaisant. « Comment le saurais-je ? Je ne l'ai jamais rencontré, j'ai juste lu ses travaux, ses magnifiques travaux. » « Quels travaux ?» Valmont sentit son sang se glacer. « Ceux qu'il a publiés, » répondit Petit comme si c'était évident. « Dans le bulletin de l'Académie des sciences occultes. Tout y est, ses méthodes, ses résultats, ses théories. C'est révolutionnaire. Il a ouvert une voie que nous devons tous suivre. » Valmont et Mercier échangèrent un regard horrifié. Si Devreux avait publié ses recherches, si d'autres fous comme Petit pouvaient les lire et les imiter, combien de publications ? Demanda Valmont. 6 numéros jusqu'à présent, répondit Petit, tous sous le pseudonyme de l'Observateur. Mais tout le monde sait que c'est lui. Il est notre guide, notre maître. Mercier ordonna immédiatement qu'on se procure tous les numéros du bulletin. Ce qu'ils y découvrirent confirma leur pire crainte. Devreux n'avait pas seulement documenté ses expériences, il les avait présentées comme un modèle à suivre, comme la voie vers une nouvelle science, débarrassée des contraintes morales. Il avait créé, sans le vouloir ou peut-être volontairement, une école de pensée qui attirait les esprits les plus tordus, les individus les plus dangereux. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait rien faire contre la publication elle-même. L'Académie des sciences occultes était une société privée, opérant dans la semi-légalité. Interdire le bulletin ne ferait que le rendre plus désirable, plus mythique. « Il faut le retrouver, » dit Valmont. « Devreux lui-même. Tant qu'il est libre, tant qu'il continue à publier, d'autres comme Petit suivront son exemple. » Mais retrouver Devreux s'avérait impossible. Il semblait s'être évaporé. Aucun témoignage fiable, aucune trace tangible, comme si l'homme n'avait jamais existé. Valmont retourna à Rouen l'âme en peine. L'enquête continuait, mais il savait maintenant qu'il ne gagnerait jamais vraiment. Même s'ils arrêtaient Devreux, même s'ils le pendaient, le mal qu'il avait semé continuerait à germer. Le décompte final à Rouen fut établi 3 mois après la fuite de Devreux. 57 morts directement liés à ces traitements. 57 noms qui venaient s'ajouter aux centaines d'autres à travers toute la France. Mais le nombre réel, personne ne le connaîtrait jamais vraiment. Combien de morts dans les villages qu'il avait traversés avant de s'installer en ville, combien de personnes avaient disparu sans que personne ne fasse le lien, combien de disciples, comme Armand Petit, continuaient son œuvre en secret. L'automne de 1848 apporta avec lui un vent de changement. La France était en révolution, le roi avait abdiqué et une république avait été proclamée. Dans le chaos politique qui s'ensuivit, l'affaire Devereux passa au second plan. Les gens avaient d'autres préoccupations. La famine, les émeutes, l'incertitude de l'avenir. Mais pour le docteur Henri Valmont, l'affaire n'était pas terminée. Elle ne le serait jamais. Il avait quitté son poste à l'Hôtel-Dieu pour se consacrer entièrement à la traque de Devreux et de ses imitateurs. Sa femme, Clémence, l'avait quitté, ne supportant plus son obsession. Ses anciens collègues le prenaient pour un fou, mais il continuait parce que c'était la seule chose qui avait encore du sens pour lui. Au fil des mois, il avait établi un réseau d'informateurs dans toute la France. Des médecins, des pharmaciens, des gendarmes, tous à l'affût de cas suspects, de morts étranges, de guérisseurs mystérieux, et les signalements continuaient d'arriver. Un homme à Toulouse qui correspondait à la description de Devreux, un autre à Nantes, un troisième à Strasbourg. Mais chaque fois que Valmont se rendait sur place, il arrivait trop tard. L'homme avait disparu, ne laissant derrière lui que des cadavres et des questions. C'était comme chasser un fantôme. En janvier 1849, Valmont reçut une lettre qui changea tout. Elle venait de Paris d'un jeune inspecteur de police nommé Auguste Lecoq, qui avait entendu parler de son enquête. « Monsieur le docteur, je crois avoir trouvé une piste qui pourrait vous intéresser. Un homme nommé Lucien Devreux a été vu entrant régulièrement dans un hôtel particulier du Marais, propriété d'une certaine Madame Delacroix, veuve d'un riche industriel. Cette femme est connue pour organiser des salons où se réunissent des individus aux intérêts particuliers.
Je joins à cette lettre l'adresse. Faites vite, car mes supérieurs ne voient pas cette affaire d'un bon œil et pourraient m'empêcher d'agir. » Valmont prit le premier train pour Paris. L'hôtel particulier était situé rue des Francs-Bourgeois, une adresse prestigieuse qui témoignait de la richesse de sa propriétaire. C'était une bâtisse du XVIIe siècle, aux façades ornées de sculptures, avec une cour intérieure et des grilles de fer forgées. Valmont attendit la nuit pour agir. Avec l'aide de Lecoq et de 2 gendarmes dévoués, il força l'entrée et pénétra dans la demeure. Ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le rez-de-chaussée était élégamment meublé, avec des salons décorés dans le goût le plus raffiné. Mais en descendant au sous-sol, ils trouvèrent quelque chose de très différent. C'était une salle immense, aux murs de pierre nue, éclairée par des dizaines de bougies. Au centre se trouvait une grande table ovale, autour de laquelle étaient disposées une vingtaine de chaises. Sur les murs étaient accrochés des tableaux représentant des scènes anatomiques, des dissections, des opérations chirurgicales d'une précision morbide. Mais le plus troublant, c'était la collection de bocaux, alignés sur des étagères le long d'un mur entier. Des dizaines de bocaux contenant des organes humains préservés dans le formol. Cœur, poumons, cerveau, chacun soigneusement étiqueté avec un nom et une date. « Mon Dieu !» murmura Lecoq. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Valmont s'approcha des bocaux et lut les étiquettes. Marguerite Roussel, Théophile Garnier, et tant d'autres noms qu'il reconnaissait des registres de Devreux. « Il les a gardés, dit-il d'une voix éteinte. Il a prélevé les organes de ses victimes et les a gardés comme des trophées. » Ils entendirent soudain du bruit à l'étage, des voix, plusieurs personnes qui entraient dans la maison. Lecoq et Valmont se cachèrent derrière une tenture et observèrent. Un groupe d'une dizaine de personnes descendit dans la salle. Des hommes et des femmes, tous bien habillés, visiblement issus de la haute société. Parmi eux se trouvait une femme âgée, vêtue de noir, que Valmont supposa être Madame de la Croix, et derrière elle, grand, mince, le sourire toujours aussi énigmatique, Lucien Devreux. « Mes chers amis, » dit Madame de la Croix d'une voix claire, « je vous remercie d'être venus ce soir pour cette réunion extraordinaire de notre société. Notre confrère Devreux va nous présenter les résultats de ses dernières recherches. » Devreux s'avança vers la table et posa dessus un grand carton qu'il ouvrit avec soin. Il en sortit plusieurs objets que Valmont reconnut immédiatement. Les registres qu'il avait volés à Rouen, ou plutôt des copies parfaites. « Comme vous le savez, » commença Devreux, « mon travail à Rouen a été interrompu prématurément par l'intervention malheureuse des autorités. Mais cela n'a fait que démontrer quelque chose d'essentiel. Notre société doit rester secrète si nous voulons continuer nos recherches sans entrave. Combien de sujets avez-vous pu documenter avant votre départ ?» demanda un homme à lunettes, visiblement fasciné. « 57 observations complètes, » répondit Devreux. Chacune d'elles apportant des données précieuses sur le processus de transition entre la vie et la mort. J'ai notamment pu confirmer que l'ajout de mercure au mélange d'opium et d'arsenic prolonge l'état de lucidité jusqu'aux derniers instants, permettant aux sujets de décrire leurs expériences avec une précision remarquable. Valmont sentit la nausée le submerger. Ces gens, ces membres supposés respectables de la société, discutaient de meurtre avec le même détachement que s'ils parlaient de botanique ou de géologie. « Et vos plans futurs ?» demanda Madame de la Croix. « Je pense qu'il est temps d'étendre nos recherches, » répondit Devreux. « Rouen n'était qu'un début. Nous devons documenter les variations selon l'âge, le sexe, la condition physique initiale. Pour cela, nous avons besoin de plus de sujets et surtout de plus de chercheurs. »« Vous proposez de former des disciples ?» demanda un autre homme, plus jeune, avec une lueur d'excitation dans les yeux. « Exactement. Je propose que chaque membre de notre société s'engage à mener ses propres expériences selon des protocoles que j'ai établis. Nous mettrons ensuite nos données en commun, créant ainsi une base de connaissances sans précédent dans l'histoire de la science. » Il y eut un murmure approbateur dans l'assemblée. Valmont réalisa avec horreur que ces gens allaient accepter.
Ils allaient devenir des meurtriers, des dizaines de Devreux disséminés à travers la France, tuant au nom de la science. « Assez !» cria-t-il en sortant de sa cachette, son pistolet à la main. « Au nom de la loi, vous êtes tous en état d'arrestation !» Le chaos éclata. Certains membres de la société tentèrent de fuir, d'autres restèrent figés sur place. Lecoq et les gendarmes surgirent à leur tour, bloquant les issues. Mais Devreux, lui, ne bougeait pas. Il regardait Valmont avec ce même sourire énigmatique, comme s'il avait attendu ce moment. « Docteur Valmont, dit-il calmement, quelle surprise de vous revoir. J'espérais que vous viendriez. » « Espériez ?» Valmont pointa son arme sur lui. « Vous saviez que je vous traquais ? Bien sûr. J'ai fait en sorte que vous me trouviez. J'ai laissé des traces, envoyé des lettres anonymes, guidé vos informateurs. Vous étiez ma garantie que mon travail serait connu, documenté, préservé. » Valmont sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous vouliez être découvert ?»« Pas découvert, » corrigea Devreux. « Immortalisé. Vous ne comprenez pas ? Dans 100 ans, dans 200 ans. Quand la science aura progressé au-delà de nos rêves les plus fous, on se souviendra de moi. On étudiera mes méthodes. On reconnaîtra que j'étais en avance sur mon temps. »« Vous êtes fou, » murmura Valmont. « Suis-je fou ?» Devreux écarta les bras dans un geste théâtral. « Ou suis-je simplement plus honnête que vous ? Vous aussi, vous disséquez les morts, vous expérimentez sur des cadavres. La seule différence entre nous, c'est que j'ai poussé la logique jusqu'à son terme. Si nous voulons vraiment comprendre la vie, nous devons étudier la mort. Et pour étudier la mort, nous devons la créer. »« La différence, » répliqua Valmont d'une voix tremblante de rage, « c'est que moi j'essaie de sauver des vies. Vous les détruisez. »« Des détails, » balaya Devreux. « Dans la grande œuvre de la science, quelques vies individuelles ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la connaissance que nous léguons à l'humanité. » Valmont aurait voulu tirer. Ses doigts se crispèrent sur la gâchette, mais il ne pouvait pas. Il était médecin, il avait juré de ne jamais tuer, même un monstre comme Devreux. Il abaissa son arme. « Lecoq, arrêtez-le !» Mais quand l'inspecteur s'approcha, Devreux fit quelque chose d'inattendu. Il porta à ses lèvres une petite fiole qu'il avait gardée cachée dans sa manche et but son contenu d'un trait. « Non !» cria Valmont. Devreux chancela, puis tomba à genoux. Ses yeux se révulsèrent et de l'écume apparut au coin de ses lèvres. Mais il souriait toujours. « Cyanure » haleta-t-il. « Action rapide, mort en 3 minutes. J'ai calculé la dose parfaite. » Valmont se précipita vers lui, essayant désespérément de le faire vomir, de neutraliser le poison. Mais il savait que c'était inutile. Le cyanure était trop rapide, trop efficace. Devreux leva une main tremblante et attrapa le bras de Valmont. « Écoutez-moi, » dit-il d'une voix qui s'affaiblissait. « Je sens quelque chose. Le couloir, je le vois. C'est réel. Tout est réel. » Ses yeux se fixèrent sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Son corps se raidit, puis se relâcha. Lucien Devreux était mort. Valmont resta un long moment agenouillé à côté du corps, incapable de bouger. Il avait passé 1 an à traquer cet homme, et maintenant qu'il l'avait enfin attrapé, la victoire avait un goût de cendre. Les autres membres de la société furent arrêtés et jugés. La plupart furent condamnés à de longues peines de prison. Madame Delacroix se pendit dans sa cellule avant le procès. L'Académie des sciences occultes fut dissoute, ses publications détruites. Mais le mal était fait. Dans les mois qui suivirent, des rapports continuèrent d'arriver de toute la France. Des morts suspectes, des guérisseurs mystérieux, des pratiques étranges. Certains étaient probablement des imitateurs de Devreux, d'autres peut-être des disciples qu'il avait formés en secret. Le docteur Valmont passa le reste de sa vie à essayer de les retrouver, de les arrêter, mais c'était comme vider l'océan avec une cuillère. Le décompte final ne fut jamais établi avec certitude. Les registres officiels parlent de 212 morts directement attribuables à Lucien Devreux. Mais le nombre réel était probablement beaucoup plus élevé. Et si on compte les victimes de ses imitateurs, de ses disciples, de ceux qui l'avaient inspiré, personne ne saura jamais.
Valmont mourut en 1871, pendant le siège de Paris. Ses dernières paroles, rapportées par l'infirmière qui l'assistait, furent étranges. Il avait raison. Sur une chose au moins, le couloir est réel. Je le vois maintenant. Aujourd'hui, à Rouen, l'ancien sanctuaire de la Miséricorde n'existe plus. Il a été détruit pendant la guerre et remplacé par un immeuble moderne. Mais les vieux du quartier se souviennent encore de l'histoire du médium maudit, du guérisseur qui tuait, de l'homme qui voulait percer les secrets de la mort et qui emporta ses secrets avec lui dans la tombe. Parfois, les soirs de brouillard, quand le Sénat se couvre de vapeur et que les gargouilles de la cathédrale semblent observer la ville avec plus d'intensité qu'à l'ordinaire, on raconte qu'une silhouette mince, vêtue d'un long manteau sombre, peut être aperçue dans les ruelles du quartier Saint-Maclou. Certains disent que c'est le fantôme de Devreux, condamné à errer éternellement dans les lieux de ses crimes. D'autres, plus pragmatiques, pensent que ce ne sont que des ombres projetées par les réverbères, des jeux de lumière qui trompent l'œil. Mais il y a aussi ceux qui murmurent autre chose. Ils disent que ce n'est pas un fantôme, mais un homme bien vivant. Un descendant peut-être, ou un disciple qui aurait survécu, quelqu'un qui continue l'œuvre, qui perpétue l'héritage maudit, car les idées, contrairement aux hommes, ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, évoluent, trouvent de nouveaux adeptes, et l'idée de Devreux, que la connaissance vaut plus que la vie, que la science justifie tous les sacrifices, cette idée était trop séduisante, trop puissante pour disparaître avec lui. L'histoire de Lucien Devreux n'est pas seulement celle d'un monstre individuel. C'est l'histoire de ce que l'humanité devient quand elle perd sa boussole morale, quand elle place l'intellect au-dessus de l'empathie, la curiosité au-dessus de la compassion. C'est une histoire qui se répète encore aujourd'hui, dans des laboratoires secrets, dans des expériences médicales menées sans consentement, dans toutes les fois où quelqu'un décide que la fin justifie les moyens. Le médium de Rouen est mort il y a plus d'un siècle. Mais son ombre s'étend encore sur nous, longue et froide, nous rappelant que les monstres les plus terribles ne sont pas ceux qui naissent monstres, mais ceux qui le deviennent au nom de quelque chose qu'ils appellent progrès. Et si vous vous promenez un jour dans les vieilles rues de Rouen, si vous sentez soudain ce parfum entêtant de musc et d'encens, si vous entendez une voix douce vous promettre la guérison, fuyez, car certaines morts ne sont pas la fin, elles ne sont que le début. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Cette histoire, bien que fictive dans ses détails spécifiques, s'inspire de cas réels, de charlatans et d'expérimentateurs sans scrupules qui ont existé au XIXe siècle. L'époque était marquée par une transition entre les anciennes pratiques médicales et l'émergence de la médecine scientifique moderne, créant un terrain fertile pour les abus. Les substances mentionnées dans cette histoire, opium, arsenic, mercure, étaient effectivement utilisées à l'époque, souvent sans compréhension réelle de leurs effets à long terme. De nombreuses cures miracles du XIXe siècle causaient plus de mal que de bien, créant des dépendances ou empoisonnant lentement les patients. L'histoire soulève également des questions éthiques sur les limites de la recherche scientifique, questions qui restent d'actualité. Où traçons-nous la ligne entre progrès et cruauté? Comment protégeons-nous les plus vulnérables des abus commis au nom de la science? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles méritent d'être posées encore et toujours pour que les horreurs du passé ne se répètent jamais.